A massive leak, more than 11 million records, is shedding light on how dark money flows through the global financial system. Boîte noire des paradis fiscaux, caverne d'Alibaba de l'évasion fiscale. These types of offshore entities have been used for decades. Système d'évasion fiscale touchant des hauts responsables politiques. Чорний скандал. Міжнародний консорціум журналістів опублікував масштабне розслідування правопорушень. Capi di governo, imprenditori, politici, For personaggi. involvement with terrorist organizations or authoritarian regimes in North Korea, Syria. Chiffres et bénéficiaires donnent le vertige. On y trouve 6 chefs d'État. Depuis une dizaine d'années, les plus grandes banques internationales sont impliquées dans de multiples scandales. Un nom incarne les excès de cette finance hors la loi, HSBC. Quel que soit l'endroit où vous vivez et votre activité, si vous voulez ouvrir des comptes secrets à l'étranger, HSBC est votre banque. Il y a à la fois l'argent de la drogue, à la fois l'argent du terrorisme, à la fois l'argent des diamantaires belges, à la fois l'argent du Gotha, du showbiz. De Genève à Hong Kong, de New York à Paris, cet empire financier a su tisser un réseau unique pour faire tourner l'argent noir autour de la planète. HSBC est l'une des meilleures blanchiseuses d'argent sale au monde. Évasion fiscale, blanchiment de l'argent des mafias, manipulation du cours des monnaies, HSBC est de tous les mauvais coups. Des membres des cartels de la drogue venaient déposer dans les agences des centaines de milliers de dollars, parfois des millions de dollars en espèces. We are here today to announce the filing of criminal charges against HSBC Bank. Cette banque a violé toutes les règles qu'une banque peut violer. Souvent poursuivis, mais jamais condamnés, How many billions of dollars do you have to launder for drug lords before somebody says we're shutting you down? HSBC bénéficie d'une incroyable impunité et engrange toujours plus de profits. Normalement, cette banque aurait dû fermer. Elle aurait dû perdre sa licence. Depuis Londres, les banquiers d'HSBC ont réduit les gouvernements à l'impuissance. I'm responsible for cleaning it up. Est-ce que les banques s'en tirent toujours bien? Oui, c'est le capitalisme et les banques ont beaucoup d'influence. On a besoin d'honnêteté et de morale. Et il faut que les grands patrons des grandes banques viennent s'expliquer devant le peuple. HSBC a été de tous les scandales. Au moment où le cœur de la finance internationale se déplace vers l'Asie, la grande question c'est quel est son prochain coup? HSBC, pour Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. À Hong Kong, on l'appelle la banque, tout simplement. C'est ici qu'elle est née et qu'elle réalise la majeure partie de ses profits. Car Hong Kong est le nouvel Eldorado de la finance mondiale. Chaque année, la ville s'enrichit des centaines de milliards d'euros accumulés par les nouvelles fortunes chinoises. Hong Kong est sans doute la seule ville au monde à comprendre la Chine. Vous voulez faire du commerce avec la Chine? Vous n'y avez jamais mis les pieds
ce n'est pas un pays facile à comprendre. Mais nous, parce que nous sommes si proches culturellement, nous comprenons et savons ce que les businessmen chinois veulent. Nous sommes les meilleurs intermédiaires pour faire des affaires avec la Chine. En même temps, la plupart des Chinois ne savent pas comment l'Occident fonctionne. Alors, si je suis un riche Chinois qui veut investir à l'étranger, je vais appeler en premier mes amis à Hong Kong et leur demander à qui dois-je m'adresser. Hong Kong symbolise le grand basculement de la richesse de l'Occident vers l'Asie. Et HSBC profite de sa position unique. Elle est la plus chinoise des banques occidentales ou la plus européenne des banques chinoises. Quand les Chinois viennent à Hong Kong, ils se tournent naturellement vers HSBC. On a souvent vu des touristes chinois débarquer dans nos agences avec des sacs remplis de billets de banque. Cela se passait comme ça au début, ce n'est pas un secret. Être le témoin de la transformation d'un pays communiste en régime semi-capitaliste, mais quand même plus capitaliste que la plupart des pays, c'est comme vivre dans un livre d'histoire. Et HSBC en fait partie. Je suis leur client depuis des années. Et je peux vous l'affirmer, HSBC a fait la richesse de la plupart des milliardaires de Hong Kong. Hong Kong est la Suisse de l'Asie. Aux nouveaux milliardaires chinois, elle sert de plaque tournante pour investir leur fortune. Au reste du monde, elle propose toute une palette de services financiers haut de gamme. Cette ville est faite pour attirer l'argent sale. C'est une juridiction extrêmement secrète. Mais c'est aussi un immense entrepreneur financier et l'un des principaux centres de l'industrie offshore. Cette combinaison entre le volume des opérations et l'épaisseur du secret constitue l'une des plus grandes menaces pour la stabilité financière internationale. Depuis Hong Kong, c'est très facile de contacter les îles Vierges britanniques et leur demander de créer une société. Ils le font en 24 heures. Au mois d'avril 2016, une poignée de journalistes d'investigation dévoile un trésor. 11 millions de documents confidentiels qui racontent le fonctionnement d'un cabinet d'avocats spécialistes de l'évasion fiscale. C'est le scandale des Panama Papers. L'onde de choc planétaire provoquée par le scandale Panama Papers. De cette boîte noire du blanchiment d'argent émergent deux acteurs clés, Hong Kong et la banque HSBC.
Nous savions que c'était l'une des banques favorites de ceux qui souhaitaient bénéficier de comptes secrets à l'étranger. Alors, quand nous avons entré le nom HSBC dans notre banque de données, nous avons vu des milliers de résultats, des milliers de mails, de tableaux, de documents qui détaillaient le rôle d'HSBC dans l'industrie des comptes secrets. Hong Kong a toujours joué les aveugles quant à l'origine des fonds qui sont investis. L'impact des Panama Papers à Hong Kong a été bien plus faible que partout ailleurs, alors que ce sont les gens de Hong Kong qui ont créé la majorité de ces sociétés écrans. Et au milieu de cette vaste plateforme offshore règne l'une des plus grandes banques mondiales. C'est d'ailleurs exactement pour cela qu'elle a été créée. Hong Kong est le coffre-fort d'HSBC. Un coffre-fort à double visage. Celui de ces dizaines d'agences qui financent les particuliers et les entreprises, mais surtout celui invisible des sociétés écrans créées pour blanchir l'argent du crime, de la corruption et de la fraude fiscale. C'est intéressant de voir que la banque HSBC que nous connaissons, devant laquelle nous passons tous les jours en allant au travail ou à l'école, est à 1000 lieues de celle dont les activités et les clients apparaissent dans les Panama Papers. Un nombre incroyable d'hommes et de femmes d'affaires chinois, et évidemment beaucoup de familles des dirigeants du Parti communiste, sont apparus dans les Panama Papers et ont utilisé Hong Kong comme plateforme pour accéder au monde des sociétés écrans. Ce n'est pas le genre de client à entrer dans une agence pour encaisser un chèque ou déposer de l'argent. Je n'en reviens pas de ce que je vois ici. Hong Kong n'exerce aucun contrôle à ses frontières. Si vous réussissez à sortir l'argent de Chine, vous arrivez ici avec un camion de 18 tonnes rempli de cash et personne ne vous posera de questions. Ancien agent infiltré au sein des réseaux de blanchiment des cartels de la drogue, Bill Macher travaille maintenant pour le gouvernement chinois. Il traque les flux d'argent illégaux qui s'échappent du pays. Les deux plus grosses affaires de blanchiment d'argent à Hong Kong ces dernières années ont abouti à la condamnation d'une paysanne illettrée de 65 ans. Elle avait blanchi près d'1 milliard d'euros. Ça fait beaucoup pour une vieille dame analphabète qui déposait chaque fois 30 millions d'euros. Peu après, une autre personne est arrivée avec 13 milliards en liquide. C'était un jeune, viré du lycée, qui traversait chaque jour la frontière avec un camion transportant 50 millions d'euros. Comment autant d'argent peut-il être injecté dans le système sans que personne, à part deux idiots, ne soit jeté en prison ?
Il y a 40 ans, Hong Kong était peut-être le Far West, mais nous avons fait beaucoup de progrès et je ne crois pas qu'il soit juste de dire aujourd'hui que Hong Kong est un paradis fiscal. Je n'ai aucune idée des quantités d'argent qui arrivent de Chine. Nous ne gardons aucune trace de l'origine des fonds investis à Hong Kong, qu'ils viennent de Chine, d'Inde, de Singapour ou du Japon. Cela a toujours été et ce sera toujours le cas. Laura Cha est le visage du Manhattan de l'Asie. Elle incarne aussi toute l'opacité de cette place financière. Proche des dirigeants chinois pour qui elle a travaillé en tant que gendarme de la bourse, elle conseille aujourd'hui le gouvernement de Hong Kong, tout en siégeant au conseil d'administration d'HSBC. Quel a été l'impact des Panama Papers à Hong Kong? Ça a juste fait la une pendant quelques jours. Plus personne n'en parle. Aujourd'hui, il y a une exigence de morale. Or, l'évasion fiscale est immorale. Ça ne pose aucun problème aux entreprises de Hong Kong d'avoir des filiales aux îles Vierges, aux Caïmans ou aux Bermudes. Certaines sont même cotées en bourse. Et ça ne pose aucun problème? Non, aucun. À Hong Kong, HSBC fait figure d'intouchable. La banque préférée des Chinois est protégée par les plus hautes autorités. Elle est depuis toujours l'un des piliers du pouvoir local. HSBC fait partie de Hong Kong. Beaucoup de gens possèdent leur compte là-bas. Cette banque appartient à leur vie quotidienne. Peut-être est-ce la raison du succès d'HSBC. L'histoire d'HSBC épouse celle de Hong Kong. La banque et l'ancienne colonie sont nées ensemble il y a plus de 150 ans. À l'époque, la couronne britannique rêve de conquérir le marché chinois interdit aux Occidentaux. Les premiers colons choisissent le port de pêche de Hong Kong comme base avancée pour leur guerre commerciale. C'était un endroit connu pour la piraterie, pour les maladies et la prostitution, où il ne faisait pas bon investir son argent. En Angleterre, dans les pubs, les gens chantaient cette chanson « Va à Hong Kong pour moi, je ne veux pas y aller. Ok? Vas-y à ma place. » Les Britanniques se lancent dans le commerce de l'opium à destination de la population chinoise. Devant le succès de la drogue, l'empereur fait brûler les cargaisons des trafiquants. Londres envoie sa flotte militaire et déclenche la guerre de l'opium. Les Chinois capitulent et les Britanniques obtiennent la possession de Hong Kong pour 99 ans. Les Britanniques contrôlaient une grande partie de l'Inde où poussait l'opium. Ils ont compris que c'était ce que les Chinois voulaient et qu'ils pouvaient en fournir de grandes quantités. Avant que l'opium ne devienne populaire auprès des Chinois, la balance commerciale penchait en leur faveur. Après, elle est devenue favorable aux Britanniques. Le commerce de l'opium connaît son âge d'or. Les colons ont besoin d'une banque. Ils créent HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Au premier conseil d'administration,
siègent les plus gros trafiquants de la ville, la plupart écossais. HSBC n'a pas forcément été créé par des trafiquants d'opium, mais par des commerçants qui étaient impliqués dans ce trafic. On a souvent dit que la culture d'HSBC était imprégnée de la mentalité écossaise. C'était une manière polie de dire qu'ils étaient radins, mais aussi travailleurs et consciencieux. Les qualités traditionnelles des Écossais, en somme. C'étaient des gens à l'esprit pratique, pas des intellectuels. C'était comme un régiment avec sa propre culture qui regardait le monde extérieur avec suspicion. À Hong Kong, HSBC prend le pouvoir. Elle imprime la monnaie locale, finance la construction de la ville et sert les intérêts de Sa Majesté en Extrême-Orient. Il y avait 3 ou 4 centres de pouvoir au sein de cette petite communauté. Le gouverneur, bien sûr, nommé par Londres, le président du Jockey Club, à cause des courses de chevaux, et le troisième était le président de HSBC. La banque s'est toujours maintenue au sommet. Hong Kong reste la principale source de profit pour HSBC. Si Hong Kong va bien, HSBC va bien. Et si HSBC va bien, Hong Kong va bien. HSBC n'a jamais changé son ADN. Hier banque de pirates, elle continue d'officier du côté obscur de la finance. Seule différence, elle ne joue plus seulement à Hong Kong. La banque est devenue un empire mondial. HSBC a failli fermer. Le sort de la banque s'est joué aux États-Unis en 2012, 4 ans après le déclenchement de la crise. We are here today to announce the filing of criminal charges against HSBC Bank for its sustained and systemic failure to guard against the corruption of our financial system by drug traffickers and other criminals, and for evading U.S. sanctions law. Le ministère de la Justice accuse HSBC de blanchir l'argent des cartels mexicains et colombiens qui contrôlent le trafic de la cocaïne. Près d'1 milliard d'euros auraient transité par sa filiale mexicaine avant d'être recyclés dans l'économie américaine. Des membres des cartels de la drogue venaient déposer dans les agences des centaines de milliers de dollars, parfois des millions de dollars en espèces. Ils étaient remis au guichet dans des boîtes spécialement conçues pour passer par la vitre de protection. Les employés d'HSBC acceptaient les dépôts, créditaient les comptes et fournissaient un reçu sans jamais dénoncer ces transactions. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais de pratiques systématiques pendant une décennie. Un jour, un individu a déposé 3 ou 4 millions de dollars. Les employés ont passé toute la journée à compter les coupures. Il s'agissait seulement de quelques millions.
Imaginez cela multiplié plusieurs centaines de fois et vous obtenez 881 millions de dollars. L'enquête est accablante. Non seulement des salariés de la banque ont travaillé main dans la main avec des organisations criminelles responsables de milliers d'assassinats, mais leur direction a ignoré toutes les alertes. Les autorités américaines et mexicaines ont alerté la banque à de multiples reprises. Elles l'ont même prévenu qu'elles avaient des enregistrements de trafiquants de drogue où ils affirmaient qu'HSBC était la banque idéale pour blanchir l'argent. Londres savait tout. Ils s'en foutaient. L'enjeu est grave. La banque risque de perdre sa licence aux États-Unis. De quoi précipiter la chute d'une entreprise qui emploie 300 000 salariés sur les 5 continents et gère un trésor de 3 000 milliards de dollars. Si HSBC était un pays, elle serait la 5e puissance économique mondiale. Ses dirigeants se rendent à Washington pour être auditionnés par le Sénat. Please stand, raise your right hand. Il faut sauver le soldat HSBC. Do you swear that the testimony that you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. I recognize that there have been some significant areas of failure. I have said before, and I will say again, despite the best efforts and intentions of many dedicated professionals, HSBC has fallen short of our own expectations and the expectations of our regulators. Ils arrivent aux auditions, font acte de contrition, se défaussent de leurs responsabilités, le Sénat pose plus de questions, ils s'excusent encore plus, et c'est fini. Une déclaration aux médias et l'affaire est vite oubliée. Ensuite, un arrangement est conclu ou non. The group has always had as a core element of its compliance policy a focus on both the letter and the spirit of laws and regulations, not just what is permissible, but what is prudent and responsible. La plupart des dirigeants d'HSBC auditionnés ont esquivé toutes les questions. On a l'impression qu'ils lisaient le même script, du même réalisateur, qui avait dirigé auparavant les auditions des PDG des banques américaines. Thank you for your time. I welcome this opportunity to answer any questions. We are going to recess now until 2 o'clock. We thank our witnesses. And you are discharged. Le gouvernement Obama est divisé. Le ministère de la Justice veut faire un exemple, tandis que le ministère du Trésor plaide pour un règlement à l'amiable. HSBC fait intervenir l'étoile montante de la politique britannique, le ministre de l'économie George Osborne. Il écrit une lettre à son homologue Timothy Geithner, ainsi qu'au président de la Banque centrale américaine Ben Bernanke, dans laquelle il défend la cause d'HSBC. Cher Ben, les questions sur la capacité durable d'HSBC de commercer en dollars risquent de déstabiliser la banque globalement, avec de sérieuses conséquences pour la stabilité économique et financière, notamment en Europe et en Asie. J'adresse une copie de cette lettre au secrétaire au Trésor, M. Geithner, avec qui j'ai déjà évoqué cette question. Salutations sincères, George Osborne. Le ministre des Finances, George Osborne, a exercé d'énormes pressions politiques sur les autorités américaines. Pour lui, il s'agissait de protéger à tout prix la City de Londres. Normalement, la banque aurait dû être fermée et perdre sa licence aux États-Unis. On sort à peine de la crise de 2009. Il s'agit surtout de ne pas la relancer.
Donc George Osborne déclare « HSBC est une banque planétaire très puissante. Si vous l'inculpez, vous risquez de déstabiliser le système financier international. Cela en dit long sur le pouvoir des banques. » Deux mois plus tard, le gouvernement américain cède aux pressions de George Osborne et des milieux d'affaires. HSBC échappe au procès, ses dirigeants sont épargnés et les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice font profil bas. Look, our goal here is not to bring HSBC down. It's not to cause a systemic effect on the economy. It's not for people to lose thousands of jobs. It's to... Are they too big to prosecute? I wouldn't say it's too big to prosecute. I'm not going to say that. I don't think anyone is alleged... La banque s'en tire avec une amende de 2 milliards d'euros, l'équivalent d'un mois de profit. Pour le citoyen lambda, l'amende paraît énorme. Pour une banque planétaire qui engrange des profits colossaux, l'amende est l'équivalent d'une contravention. En plus, à l'arrivée, elle n'est pas payée par les dirigeants de la banque, mais par les actionnaire. Et donc c'est une contravention adressée aux mauvaises personnes. Est-ce que j'ai le sentiment de m'être fait avoir avec cette amende? Pas du tout. J'étais furieux contre le régulateur, car le montant était obscène. Come on, Alan. Alan, soyez sérieux, ce ne sont pas les régulateurs qui sont sévères. Ce sont les banquiers d'HSBC qui commettent des choses abominables. Écoutez, quand on fait des affaires au Mexique, il y a forcément de l'argent de la drogue. Vous savez bien que cela fait partie du métier. L'argent a juste été transféré dans le monde entier. HSBC a été un peu naïve. HSBC a sauvé sa peau. La banque donne naissance à un nouveau privilège, celui d'être too big to jail, trop grosse pour être condamnée. C'est-à-dire au-dessus des lois. Mais le refus d'envoyer des banquiers en prison déclenche la colère de l'opinion. Les responsables du département du Trésor passent sur le grill. Thank you, Mr. Chairman. And thank you all three for being here today. You know, how many billions of dollars do you have to launder for drug lords, and how many economic sanctions do you have to violate before someone will consider shutting down a financial institution like this? Mr. Cohen, can we start with you? For our part, we imposed on HSBC the largest penalties that we had ever imposed on any financial institution. Let me just move you along here, though, on the point, Mr. Cohen. My question is, in your opinion, how many billions of dollars do you have to launder for drug lords before somebody says, we're shutting you down? Well, Senator, the actions, and I'm sure the regulators can address this issue, the actions that we took in the HSBC case, we thought were appropriate in that instance. Governor Powell, perhaps you can help me out here? Sure. We don't do criminal investigation. And in the case of HSBC, we gave essentially the statutory maximum civil money penalties, and we gave you know, very stringent cease and desist orders, and we did what we have the legal authority to do. And I'll just say here, you know, if you're caught with an ounce of cocaine, the chances are good you're going to go to jail. If it happens repeatedly, you may go to jail for the rest of your life. But evidently, if you launder nearly $1 billion for drug cartels and violate our international sanctions, your company pays a fine and you go home and sleep in your own bed at night. Every single individual associated with this. And I think that's fundamentally wrong. Vous pouvez dire, les banques s'en sortent mieux que les criminels. Bien sûr, parce que les individus ne peuvent pas abattre le système, mais HSBC, oui.
HSBC a obtenu son immunité grâce à sa grande taille. Elle a pu continuer à opérer en toute impunité. Les banksters, les banquiers gangsters, ont fait plier la première puissance économique du monde au nom de la soi-disant stabilité financière internationale. Il faut s'interroger. Si vous ne poursuivez pas ces gens, qui allez-vous poursuivre? Qui a autorité sur une institution qui opère dans une centaine de pays? Qui peut se permettre de s'attaquer à une telle entreprise criminelle? HSBC est déjà plus qu'une banque. Elle a changé de dimension et joue maintenant dans la cour des États. C'est l'aboutissement d'une stratégie lancée 20 ans auparavant. Tout démarre en 1997. La Grande-Bretagne restitue officiellement Hong Kong à la République populaire de Chine. C'est la fin de l'Empire britannique en Extrême-Orient, après un siècle et demi de domination. The story of this great city is about the years before this night and the years of success that will surely follow it. La banque doit choisir, partir dans les valises de la couronne ou rester et passer sous la coupe de la Chine. La principale inquiétude d'HSBC pour la période post-1997 était que les autorités chinoises imposent un changement à la tête de la banque, que les plus hauts cadres soient des Chinois. Ce qui était totalement inacceptable pour toute cette génération de dirigeants britanniques. À cette époque, beaucoup à Hong Kong ont eu le sentiment d'être abandonnés. On s'est senti trahis, comme si quelqu'un nous tournait le dos. On s'est dit, c'est la fin de la banque. HSBC décide de jouer sur les deux tableaux. Elle déménage son siège à Londres, mais conserve le cœur de ses affaires à Hong Kong. La Chine vient en effet d'ouvrir ses frontières et promet d'être un marché fabuleux. La priorité consiste à flatter les nouveaux maîtres de Pékin. Ils nous ont demandé de créer la plus belle banque du monde. Cette tour était une preuve de confiance dans l'avenir. C'était une manière de se projeter dans le futur, au-delà de la transformation de Hong Kong en territoire chinois. En même temps, c'était une manière d'afficher ses ambitions. HSBC était à l'époque une banque locale et ils sont devenus depuis des acteurs globaux. Mais nous n'avons vraiment réalisé cela que plus tard. Pionnière de la mondialisation, HSBC entend faire fructifier son ADN chinois. Dès le début des années 2000, elle est la première banque étrangère à s'implanter dans l'Empire du Milieu.
Son président, Stephen Green, joue les ambassadeurs du capitalisme auprès des dirigeants du Parti communiste. Les dirigeants à Londres connaissent tellement bien la Chine. Ils passent au moins un tiers de leur temps à Hong Kong et voyagent sans cesse en Chine. Tandis que l'économie chinoise s'affirme comme le moteur de la croissance mondiale, les dirigeants d'HSBC placent leurs pions. Au départ, nous étions les conseillers de la Bank of Shanghai qui souhaitait lever des capitaux. Son président me dit « Pourquoi votre banque ne deviendrait-elle pas actionnaire ?» Nous aimerions beaucoup qu'HSBC nous rejoigne. J'ai averti Stephen Green qui a immédiatement saisi la balle au bond. Il m'a rejoint et à l'issue du dîner avec le président de la Bank of Shanghai, Stephen m'a dit « J'aime bien cette banque et j'ai entièrement confiance en son patron. Investissons. » Et bien sûr, notre bénéfice a été intéressant aussi. HSBC triple sa mise et empoche près de 300 millions d'euros. La banque prolonge sa lune de miel avec Pékin. Elle joue de son histoire. Sous la dictature de Mao, elle a été la seule à maintenir une présence en Chine. Quand le géant s'est réveillé, HSBC était déjà dans la place. HSBC a fait passer un message imparable. Elle disait « On a toujours été présent, on n'est jamais parti ». Elle se comparait aux banques américaines qui viennent et repartent. Son message était simple. Nous autres Britanniques, nous restons. C'est la philosophie chinoise. Penser à long terme. Une nouvelle fois, l'histoire va accélérer le destin d'HSBC. En septembre 2007, la crise financière frappe les rues de Londres. La panique gagne les clients de la Northern Rock et menace de se propager aux autres banques. Le gouvernement britannique propose de leur prêter de l'argent en urgence. HSBC snobe la réunion et refuse toute aide publique. Être renfloué par l'État signifie que le gouvernement a de l'influence sur vous. HSBC voulait dire aux autorités « Vous n'avez aucun pouvoir sur nous, nous sommes indépendants et capables de nous recapitaliser tout seuls. Et si vous nous forcez à accepter votre argent, nous vous poursuivrons en justice. » Vous pensez que c'est arrogant? Oui, ça l'est. La banque adressait un message aux autorités en disant « Nous sommes une banque mondiale, vous n'êtes qu'un gouvernement. Réfléchissez au rapport de force entre nous. » Les banquiers d'HSBC préfèrent se tourner vers leurs amis, les hommes d'affaires de Hong Kong qui ont fait fortune grâce au commerce avec la Chine. Ils proposent de leur vendre pour 18 milliards d'euros d'actions. J'étais conscient que la banque avait des problèmes, qu'il fallait l'aider. À l'époque, son cours en bourse était au plancher. La plupart des hommes d'affaires se sont dit pourquoi ne pas souscrire à l'augmentation de capital. Et ces investisseurs ont fait un profit juteux, très juteux en fait. Et cet investissement vous a rapporté beaucoup? Oui. Généralement, je ne fournis pas de chiffres sur mes profits. Mais j'ai réalisé un joli bénéfice.
Depuis cette opération, le cours de l'action a été multiplié par 3. HSBC a enrichi ses actionnaires, comme toujours. Mais l'histoire retiendra que pour la première fois, l'argent chinois a sauvé la banque britannique. Désormais, c'est Pékin qui tient les rênes du champion de la mondialisation. Le concept d'HSBC était de servir les entreprises partout dans le monde. Sans HSBC, la mondialisation n'aurait jamais été possible. Une telle architecture financière était nécessaire pour alimenter l'économie mondialisée. Prenez l'exemple d'une entreprise chinoise qui veut faire des affaires avec une entreprise américaine. HSBC est la mieux placée, car elle dispose de filiales dans les 2 pays et peut suivre intégralement la transaction. Porté par ses affaires chinoises, HSBC profite de la crise. Tandis que ses concurrentes affichent des pertes, elle est couronnée à Westminster. Son président, Stephen Green, fait son entrée à la Chambre des Lords. I, Stephen, Lord Green of Hurstby Point, do swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors, according to law. So help me God. Le banquier, qui est aussi diacre, prêche la bonne parole le dimanche à l'église, où il critique le règne de l'argent. Lord Green était un membre éminent de l'establishment, tout en étant considéré comme un banquier moral. Il était le visage acceptable de la profession, à un moment où la plupart des banquiers étaient détestés. Dans la foulée, Stephen Green entre au gouvernement comme secrétaire d'État au commerce. Le Premier ministre David Cameron adopte la stratégie d'HSBC. Il rêve lui aussi de devenir le héros de la mondialisation. To sell Britain as a destination for inward investment. I think with the change we're seeing in the world economy, rather sluggish growth in Europe, but fantastically fast growth from India, from China, from Brazil, Turkey. Green réalisait son rêve au moment où le gouvernement Cameron et son ministre George Osborne voulaient développer les liens entre le Royaume-Uni et la Chine. La promotion de Stephen Green est l'œuvre du lobby pro-chinois emmené par le ministre de l'économie George Osborne. Le sauveur d'HSBC auprès de la justice américaine. Un pacte informel unit les 2 acteurs. Stephen Green ouvre les portes du marché chinois aux entreprises britanniques. En échange, George Osborne s'engage à défendre les intérêts de la banque et de son ancien président partout dans le monde. George Osborne et moi partageons la même fascination pour la Chine pour une raison bien simple. L'importance de 1,3 milliard de Chinois pour l'avenir de l'économie mondiale et la nécessité de mettre le Royaume-Uni au cœur de cette relation. D'ailleurs, les Chinois ont apprécié la main qu'on leur tendait, qui a permis de consolider cette relation privilégiée. Or, HSBC tient son histoire de la Chine. Ses banquiers pensent Chine. Rien ne semble pouvoir faire dérailler le géant bancaire. Protégé par Londres,
Béni par Pékin, HSBC sert de courroie de transmission entre les deux capitales. Qui oserait s'attaquer à elle? À Paris, un haut fonctionnaire du ministère de l'économie attend son heure pour passer à l'offensive. Il a mis la main sur le secret le mieux gardé d'HSBC, la liste des 100 000 clients qui détiennent un compte en Suisse. Ces documents lui ont été remis par un ancien informaticien de la banque. Ils révèlent en détail les circuits clandestins qui permettent de blanchir l'argent noir. On parle de 180 milliards d'euros, soit plus que le budget de l'Union européenne. Il y a un service en France qui s'appelle l'ADNEF, qui est basé à Pantin. Ce sont environ 450 employés d'élite. Ce sont des espions fiscaux au bénéfice de la France qui traquent justement les fauteurs de troubles, les délinquants fiscaux. Et là, en l'occurrence, ils s'étaient mis complètement au service de cette opération qu'ils avaient appelée l'opération Chocolat. Et évidemment, Chocolat suisse. Ils ont l'esprit taquin à l'ADNEF. Et en l'occurrence, ils avaient donc un patron qui s'appelle Roland Veilpot, qui était un patron extrêmement offensif, extrêmement agressif, qui voulait récupérer cet argent. C'est un chasseur en quelque sorte. Pour les agents du fisc, pour les spécialistes de la finance, c'est pas quelque chose qu'on découvrait. Mais personne n'avait eu le loisir d'observer des choses qui par nature sont cachées ou secrètes. Et là, ce qu'on a vu apparaître, c'est quelque chose de gigantesque et industriel, avec des armées d'avocats, d'experts comptables, de cabinets conseils et tout ça. Múltiple información económica, medios de comunicación pusieron al descubierto la mayor fortuna bancaria obtenida en toda la historia. В отделении банка HSBC разгорается скандал из-за утечки в прессу службы. SwissLeaks. C'est sous ce nom que les médias du monde entier révèlent le scandale et publient le nom des fraudeurs. Mafieux, chefs d'État, dictateurs ou simples citoyens, à tous ses clients, HSBC propose des comptes numérotés anonymes et fournit des sociétés écrans clés en main pour échapper aux lois. Seule condition, disposer d'au moins 1 million d'euros. Il y a à la fois l'argent de la drogue, à la fois l'argent du terrorisme, à la fois l'argent des diamantaires belges, à la fois l'argent des chirurgiens dentistes français, à la fois l'argent du Gotha, du showbiz, de l'aristocratie française et européenne. C'est l'argent qui vient vraiment de tous les endroits, tous les domaines possibles. Là où il y a de l'argent, il fallait à un moment donné, c'était un sport national, cacher son argent en Suisse, chez HSBC. On proposait aux gens qui, pour une raison ou une autre, voulaient garder un profil bas, on leur proposait de s'acheter une société offshore, Panama, BVI, Cayman, n'importe quoi. Toutes les banques de la place se faisaient de la concurrence, ça c'est absolument clair. On ne pouvait grandir que par l'apport d'argent frais. Au cœur de ce vaste réseau opèrent les gérants de fortune. Ils sont les envoyés spéciaux de la banque aux 4 coins du monde, chargés de démarcher les clients et de rapatrier les fonds en Suisse. Il
Il fallait venir en France, traverser la frontière avec des manières un peu d'agents secrets. C'est-à-dire qu'il fallait évidemment pas que le fisc français soit au courant. Donc il y avait des méthodes qui étaient employées avec des ordinateurs dissimulés, des clés cryptées et autres. Et il fallait ensuite appâter les plus gros clients qu'on rapatriait en Suisse. Chez HSBC, le blanchiment est organisé avec méthode. Les opérations clandestines font l'objet de rapports internes, archivés dans les coffres suisses. Ce client nous interdit de le contacter en Belgique. C'est toujours lui qui nous appelle. Il se présente sous le nom d'un footballeur, Zidane ou Cruyff par exemple, qui veut connaître le prix du caviar, c'est-à-dire le montant total de ses avoirs. HSBC s'est dit, OK, on va pouvoir convaincre la clientèle que nous avons d'ouvrir des comptes à Genève, à Zurich ou à Lugano, dans l'empire bancaire privé qu'ils ont acheté en Europe. Le fait que des banques se sont emparées de toutes les techniques modernes de production de documents, de trucs, pour la mettre au service de la fraude et du crime. J'ai trouvé ça m'a déstabilisé. Genève, par rapport à Londres, n'était pas indépendant. Il ne faut pas croire ça. C'est clair qu'il y avait un énorme travail de coordination et de direction qui venait de Londres, puisque nous avions des membres de la maison mère au conseil de la Banque suisse. Donc Londres était informé de ce qui se passait à Genève. Après l'affaire du blanchiment de l'argent de la drogue aux États-Unis, les révélations sur l'évasion fiscale des VIP sont le scandale de trop. HSBC devient l'ennemi public numéro 1. Même les Suisses se sentent obligés d'intervenir. Une perquisition est organisée devant les caméras. Le but de cette enquête est précisément de vérifier si les informations qui ont été rendues publiques sont fondées et s'il y a de facto des reproches qui peuvent être faits. Ici, on parle de gros dossiers, on parle de milliers de documents, on parle de quantités astronomiques de données informatiques. Pour vous dire, lorsque nous avons copié les serveurs d'HSBC, il a fallu plusieurs jours pour faire tourner les appareils servant à copier les données. Donc voilà, c'était suffisamment important pour qu'il n'y ait pas moyen, techniquement même, d'effacer rapidement toutes ces données. Le problème du gouvernement suisse et des autorités publiques suisses, ils sont le dos au mur. Et ils voient immédiatement les conséquences titanesques, c'est le tremblement de terre. Eux, ils partent du principe depuis un siècle qu'ils donnent tous les éléments pour que la finance internationale vienne en Suisse, elle y trouve un nid douillet où ils pourront faire leur business sans être embêtés. La justice suisse referme l'enquête 3 mois plus tard. En échange de son engagement à purger les clients indésirables, HSBC s'acquitte d'une amende de 40 millions d'euros. Après la contravention infligée par les Américains, les Suisses se contentent d'un pourboire. L'amende maximale qui peut être infligée en droit suisse pour blanchiment d'argent est de 5 millions de francs suisses. Lorsque vous faites une négociation, il ne suffit pas d'avoir des cartes. Il y a aussi le colt que vous avez à la ceinture. Et en tant que procureur en Suisse, par rapport aux établissements financiers, c'est un colt de très petit calibre. Qu'ils aient réussi à négocier ça à 40 millions, c'est bien, ça prouve qu'ils ont de bons négociateurs. Je rêve d'un jour où les juges d'instruction français émettront des mandats d'arrêt internationaux contre les grands patrons des banques suisses et les obligeront à venir menotter à Paris. Alors, on m'a dit, non mais, Veillepot, comme d'habitude, il déconne, je ne déconne pas du tout. On a besoin d'honnêteté et de morale. Et il faut que les grands patrons des grandes banques qui commettent des choses comme ça viennent s'expliquer devant le peuple.
c'est-à-dire à la barre d'un tribunal. Il n'y aura pas de procès contre HSBC, ni de banquiers à la barre d'un tribunal. En France et en Belgique, par exemple, les justices préfèrent négocier. Quant aux fonctionnaires parisiens qui s'étaient trop approchés du soleil, il est dessaisi de l'enquête. Roland Velpeau, il est en vacances en Chine, on l'appelle, on lui dit Roland, quand tu rentres, passe me voir. C'était le directeur des relations humaines de Bercy qui lui a dit écoute, là tu es déchargé du dossier, tu pars à Melun, je crois, pour devenir conservateur des hypothèques. Ça faisait 2 ans seulement qu'il était en poste. Normalement, on reste 5 ans en poste. Donc là, il a bien compris que c'était pour une raison simple, on l'avait déjà demandé avant, c'était arrête avec cette opération chocolat, il y a trop d'enjeux, on se fâche avec la Suisse, on se fâche avec Nicolas Sarkozy, on se fâche avec beaucoup de gens, on va passer à autre chose, on va mettre un peu le pied dessus. HSBC a été une nouvelle fois sauvée. La banque n'est plus seulement too big to jail, son influence dépasse la sphère financière et lui garantit une impunité sans faille. Seule concession, l'ancien président Stephen Green disparaît de la photo de famille. You know, when you were in charge at HSBC, No comment to make. HSBC, your bankers were helping people dodge tax. Why did you let them do that? As I think I've explained, I'm not prepared to make any comments on HSBC's business, past or present. I know, but you sort of have to because at the time you were on. L'ancien banquier modèle, censé réconcilier finance et morale, est désormais traqué comme un fugitif. After all that had gone on at HSBC, you then got promoted to the government. You must have been amazed. You need to talk to HSBC, I'm sorry. One word, sir. Any word? Anything you can say that defends what happened? No word. Le révérend Stephen Green, Lord Stephen Green, était un pilier de l'establishment. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et chaque fois j'ai eu l'impression qu'il détestait les projecteurs. C'est un homme qui est manipulateur et parfois machiavélique. How much did you know about the secret bank accounts at HSBC? I think the country demands an answer to that, not simply the people in this church. Lord Green était le président d'HSBC quand ils ont acheté la filiale suisse. Il savait ce qui s'y passait. J'ai trouvé particulièrement choquant qu'il soit nommé secrétaire d'État au commerce par David Cameron. Je souhaitais qu'il rende personnellement des comptes devant la commission parlementaire que je présidais. Mais ce fut l'une des rares occasions où la politique l'a emporté. L'affaire est politique. Stephen Green, l'ancien secrétaire d'État, peut faire tomber le gouvernement de David Cameron. Does the Prime Minister expect us to believe that in Stephen Green's 3 years as a minister, he never had a conversation with him about what was happening at HSBC? My responsibility is the tax laws of this country, and no one has been tougher. This government has been tougher than any previous government. That's why they're desperate. That's why they're losing. Mr. Connor Certains parlementaires refusent d'enterrer l'affaire et réclament des poursuites contre la banque. Mais aucune enquête ne sera lancée, ni par le fisc, ni par la justice britannique. Les élus devront se contenter d'entendre les dirigeants d'HSBC.
Et c'est au tour du nouveau numéro 1, Stuart Gulliver, d'ouvrir le ballet des auditions. So I have made substantial changes, which hopefully we'll get the chance to explain to you all. 3 ans après Washington, la même pièce, avec le même script, est rejouée à Londres. I'd like to put on the record an apology from both myself and from Douglas for the unacceptable events that took place at our private bank in Switzerland in the mid-2000s, which is clearly an apology we'd like to make to you all, to our customers, our shareholders, to the public at large. You do understand how this looks today. L'exemple vient d'en haut. Le directeur lui-même encaissait ses bonus sur un compte en Suisse, géré par une société fantôme basée au Panama. Il avait de la famille ici, il était né ici, ses enfants allaient à l'école ici, il travaillait ici et il votait ici. Et comme il se déclarait résident de Hong Kong, il était exonéré d'impôts en Grande-Bretagne. Et quand nous lui avons demandé pourquoi, il a répondu qu'il ne voulait pas que les autres cadres de la banque sachent combien il gagnait. So it was set up for reasons of privacy and no nefarious reasons whatsoever. How much did you put into the Panama account? It was $7.5 million US. Stuart Gulliver était l'un des banquiers les mieux payés au monde. Cela montre à quel point il aimait l'argent. Mr. Gulliver will get on a lot faster if you give a straight answer to a straight question. You agree with me it's caused reputational damage to the bank? Yes. Are you the appropriate person in those circumstances to remain as the Chief Executive Officer of HSBC? I believe I am because my tax affairs are in order. Il a dit ne pas comprendre pourquoi les questions étaient aussi agressives. C'est la preuve que les banquiers de sa génération, qui évoluaient dans le monde d'avant la crise, étaient coupés de la réalité. Face aux parlementaires, leur vie dans une bulle dorée est dévoilée au grand jour. A-t-il changé? Je ne pense pas que Stuart Gulliver puisse changer. HSBC et ses dirigeants font définitivement figure d'intouchables. Premier employeur de la City, pilier de l'économie britannique, la banque fait régner sa loi au sein de l'establishment. Au moment des premières révélations du scandale SwissLeaks, elle peut compter sur la censure imposée par le grand quotidien conservateur, le Daily Telegraph. Son rédacteur en chef démissionne et dénonce publiquement l'influence d'HSBC. La récente couverture des affaires d'HSBC par le Télégraphe relève de l'escroquerie pour ses lecteurs. Les intérêts d'une des plus importantes banques internationales ont été placés au-dessus de son devoir d'informer. Il n'y a qu'un mot pour décrire cette situation. Terrible. HSBC pousse son avantage. Elle menace de s'affranchir de la tutelle de Londres et de rapatrier son siège à Hong Kong. Son parrain, George Osborne, toujours ministre de l'économie, lui accorde des avantages fiscaux et une prime. La tête du gendarme de la City, Martin Whitley, un opposant de longue date. La banque renonce à déménager. Pendant les auditions, lors d'une suspension de séance, un membre du gouvernement m'a dit « Avez-vous conscience que vous êtes en train de les pousser à quitter le Royaume-Uni » J'ai cru à une blague, mais j'ai réalisé qu'il était sérieux. Le scandale SwissLeaks représentait la dernière chance de sanctionner les pratiques d'HSBC.
Les autorités ont préféré déléguer à la banque le pouvoir de se contrôler toute seule. Elle a recruté 9000 personnes, censées repérer les transactions suspectes et les dénoncer en interne, à huis clos. Les banksters affirment avoir changé. Je suis les réglementations financières depuis des dizaines d'années. Combien de fois ai-je entendu ce refrain? C'est du passé. Il y a 10 ans déjà, HSBC répétait cela. Les derniers scandales prouvent qu'il s'agissait de promesses en l'air. Je ne crois plus en eux. Ils n'ont pas fait le ménage. On compare HSBC à un paquebot, incapable de changer de direction. Sommes-nous capables de réglementer les banques? Bien sûr. Le voulons-nous vraiment? Là est la vraie question. Le gouvernement britannique a tourné la page. Il a d'autres priorités et HSBC d'autres ambitions. La Chine a besoin de ses services. Pékin veut partir à la conquête du monde. Pouvez-vous imaginer que la Chine devienne un jour l'actionnaire principal d'HSBC? Oui. Je serais surpris que des fonds chinois ne soient pas déjà actionnaires d'HSBC. Ils le sont probablement. En cette fin d'année 2015, le président chinois Xi Jinping débarque à Londres. Le Royaume-Uni déroule le tapis rouge et célèbre en grande pompe l'amitié sino-britannique. Your visit to the United Kingdom marks a milestone in this unprecedented year of cooperation and friendship between the United Kingdom and China, as we celebrate the ties between our two countries and prepare to take them to ambitious new heights. Ce nouvel âge d'or doit faire de Londres la tête de pont des investissements chinois en Europe et de HSBC le bras armé de Pékin pour acquérir la haute technologie occidentale. La banque frappe un grand coup en parrainant la signature du contrat nucléaire d'Hinkley Point. 2 réacteurs de la dernière génération, construits sur le sol anglais par les ingénieurs français d'EDF et financés pour un tiers par la Chine. Ce contrat du siècle est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Les Chinois ont forcé le Royaume-Uni à signer Hinkley Point. Grâce à leur puissance financière, ils ont tordu le bras du gouvernement en menaçant d'annuler d'autres investissements importants.
Le Royaume-Uni a conclu un contrat que personne d'autre n'aurait accepté. C'était un choix politique pour renforcer les liens économiques avec la Chine. Presque une décision symbolique. En cédant aux Chinois leur approvisionnement en énergie, les dirigeants britanniques ont renoncé à une partie de leur souveraineté nationale. Et en coulisses, HSBC est omniprésente. Elle conseille EDF, défend les intérêts des actionnaires chinois et fait transiter les milliards d'euros de Pékin par ses comptes. HSBC est indispensable parce que vous avez besoin d'une banque internationale pour organiser les transactions. Il faut organiser le financement et lever des fonds. C'est ce que fait HSBC pour la Chine. Les centrales nucléaires d'Hinkley Point font partie des grands travaux chinois baptisés la Nouvelle Route de la Soie. Une sorte de plan Marshall lancé pour démultiplier le commerce entre Pékin et le reste du monde. Construction de routes, de chemins de fer, de ports, rien n'est trop beau pour exporter le Made in China et asseoir l'influence du nouvel empereur, Xi Jinping. Son objectif principal, c'est de conquérir le marché européen. Ce sont les 500 millions d'Européens. Beaucoup des investissements chinois à l'étranger sont accompagnés par HSBC, y compris Hinkley Point. HSBC a l'avantage d'être une marque reconnue mondialement, une marque positive, ce qui n'est pas le cas de la Chine en tant que pays, ce qui n'est pas le cas des banques chinoises. Le problème majeur, c'est que le nucléaire est différent. Il n'obéit pas aux lois du marché. Il est différent des autres sources d'énergie et des autres contrats financiers. Il n'existe pas un seul pays au monde, y compris les États-Unis, qui ouvrirait ses infrastructures nucléaires à la Chine. C'est incroyable que les Chinois aient été autorisés à accéder à ce secteur stratégique. Le siècle de la Chine a démarré et HSBC a changé de maître. L'ancienne banque des trafiquants d'opium, hier au service de Sa Majesté, navigue désormais sous pavillon rouge. Elle doit aider le régime communiste à réaliser son rêve, devenir à son tour un géant de la finance mondiale. Car les dirigeants de Pékin ont tiré une leçon de la crise financière de 2008. Ils ne veulent plus dépendre du dollar et des paris fous des traders de Wall Street. La Chine n'est pas encore une superpuissance économique, pour la simple raison qu'elle n'a pas encore d'industrie financière, ni de monnaie qui reflète son influence et son rang. Il est donc essentiel pour la Chine de combler ce fossé et d'avoir une monnaie qui pourrait être utilisée dans les échanges internationaux. La Chine a les moyens de ses ambitions. C'est le banquier du monde. Elle dispose des plus grandes réserves en devises, que ce soit en dollars, en euros, en yens, en francs suisses. Mais ce sont les monnaies des autres, elle ne les contrôle pas. Et c'est pourquoi elle entend imposer sa propre monnaie, qui est le yuan, dans la cour des grands. Elle a 20 ans devant elle pour arriver à cet objectif. Ce que les Chinois veulent, c'est un monde où le dollar ne serait plus roi.
Et Londres peut jouer un rôle en devenant un pôle important pour échanger leur monnaie et un canal privilégié pour leurs investissements dans la finance internationale. Pour détrôner le roi dollar, la Chine doit faire accepter sa monnaie, le yuan, comme devise de référence dans les échanges internationaux. Pékin part de loin, sa monnaie du peuple est quasiment inconnue sur les marchés. HSBC est l'un des acteurs principaux du marché des devises à Hong Kong comme à Londres. Donc, la banque HSBC sert de pont naturel entre la Chine et la City. HSBC est la première banque étrangère à convertir la monnaie chinoise. Les grands travaux de la route de la soie, financés en yuan, servent de cheval de Troie pour l'imposer sur la scène internationale. HSBC tient son nouveau coup, devenir le pipeline des capitaux chinois investis à Londres. « 40 ans après les pétrodollars du Golfe, ce sont les milliards de Pékin qui font saliver la City. Et c'est le ministre de l'économie, George Osborne, le meilleur ami d'HSBC, qui est toujours à la manœuvre. More trade and more investment with China means more business and more jobs for Britain. Le ministre a assoupli spécialement la réglementation pour accueillir les capitaux chinois. C'est le dernier étage d'une politique à haut risque qui ouvre les portes des marchés internationaux à la finance pilotée par Pékin. Chinese money is the black hole of black holes. L'argent chinois est le trou noir des trous noirs au sein de la finance mondiale. Nous avons une vague idée des sommes qui quittent le territoire chinois grâce à SwissLeaks et aux Panama Papers. Mais ce n'est qu'un petit aperçu de la vérité. La finance chinoise est totalement différente de la finance occidentale que nous connaissons. D'abord, elle n'est pas soumise aux mêmes impératifs de transparence et aux exigences de réglementation. Ensuite, elle est à la solde du Parti communiste chinois dont elle sert les intérêts politiques. Et enfin, parallèlement à cette finance chinoise officielle dont on ne connaît rien, il existe une finance parallèle totalement opaque, totalement informelle, sans trace, qui est constituée d'une nébuleuse de dettes et de prêts. C'est la finance de l'ombre qui constitue un péril potentiel pour l'économie occidentale. La Chine a énormément de travail à accomplir pour rendre son système financier et ses banques plus sûrs. C'est-à-dire un système capable de résister au mouvement des capitaux sur le marché. Les capitaux qui entrent et ceux qui sortent. Le gouvernement ne sait pas comment contrôler ces flux. Ils ne sont pas régulés et cela pourrait même provoquer un crash. Even some kind of crash. Lorsqu'une banque de la taille d'HSBC se marie avec les énormes banques chinoises, tous les ingrédients sont réunis pour un désastre potentiel. En arrimant la finance chinoise à la finance occidentale, HSBC a fait entrer, si on peut dire, le diable dans la boîte.
Personne ne peut s'opposer à Pékin sur le plan financier. Personne n'est capable ou ne veut refuser les capitaux chinois dont les économies occidentales ont besoin. Et personne ne peut s'opposer aux hommes de main de Pékin que sont les banquiers d'HSBC. Dix ans après la crise, la stabilité financière est une illusion. En aidant la Chine à devenir le banquier du monde, HSBC a créé une menace nouvelle. Jusqu'à présent, Pékin a toujours réussi à cantonner ses crises financières à l'intérieur de ses frontières. Mais aujourd'hui, les banksters ont fait sauter les pare-feux. À la première étincelle, l'incendie se propagerait à l'Occident, et devant l'impuissance des États, ce sont à nouveau les peuples qui paieront la note.